Donc cet atelier est autour bien sûr de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, mais on va parler de performance. Alors c'est vrai que quand on parle de RSE, on parle de performance globale de l'entreprise, on se rattache à la performance sociale, économique et environnementale. C'est dans ce sens qu'on va tourner également cet atelier à travers des opérations collectives que l'on monte, et notamment une d'actualité avec la région Centre qui accompagne 11 entreprises dans une démarche de responsabilité sociétale. Alors pour revenir à la RSE et de parler de performance durable, c'est vrai qu'il y a tout un tas de sujets qui gravitent autour de la notion de durabilité et de responsabilité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter, et ça c'est une étude qu'on avait montée en 2019, mais également qui est ressortie un petit peu dans ces temps de confinement, que les entreprises qui étaient les plus performantes et qui s'en sortaient le mieux, c'était des entreprises qui s'étaient engagés dans la voie de la responsabilité sociétale. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, on est obligé d'anticiper, on est obligé d'avoir et d'adopter une vision de long terme de sa stratégie, et naturellement, on va travailler avec tout un tas d'acteurs qui vont nous permettre de durer dans le temps et d'être plus pérennes. Il a fallu attendre le début des années 2000 pour avoir une prise de conscience de comment les entreprises pouvaient contribuer au développement durable. Et les entreprises pouvaient contribuer au développement durable en s'appropriant bien sûr la terminologie, la sémantique, mais aussi en ciblant de façon un peu plus pratique et opérationnelle les enjeux qui leur correspondaient. Et c'est là où on a commencé à adopter le terme de RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Ce n'est donc rien d'autre que la contribution des entreprises au développement durable. La RSO, qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui, à l'initiative, ça remonte 2005 à peu près, oui, 2005-2010, qui est définie au sein d'une norme internationale, la norme ISO, l'ISO 26000, qui aura 10 ans le 1er novembre prochain, et la contribution, cette fois, des organisations au développement durable. Donc sur les 3 piliers du développement durable que je viens d'évoquer, et cette fois, on rassemble aussi bien les TPE, les PME, les multinationales. On va le voir qu'en fait, dans l'ISO 26000, le souhait, ça a été de construire une méthodologie assez pragmatique. Donc on n'est pas dans une norme d'exigence, on n'est pas dans une norme de certification. Ce que je disais ce matin au premier atelier, c'est qu'il y a très peu de normes ISO qui sont certifiables. Il y a moins de 1% des normes ISO. Il y a 36 000 normes ISO qui existent, c'est assez considérable, mais il y a moins de 1% des normes qui sont certifiables. Pourquoi? Parce que la grande majorité des normes ISO qui sont faites non pas par des instances quelconques, mais qui sont faits par ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire aussi bien les entreprises que les associations. Ce n'est pas fait par des institutions spécialisées. Donc il faut bien le comprendre qu'on n'est pas dans la réglementation. La réglementation, c'est du droit dur. La normalisation au sens ISO, c'est du droit volontaire. Alors la norme ISO 26000 va décrire ce qu'est la responsabilité sociétale et va permettre aux organisations d'essayer d'élaborer un plan d'action qui va prendre en compte leur contexte, leurs particularités, mais également les enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale, pour construire une nouvelle stratégie assez ouverte sur ce que peut être la contribution des organisations au développement durable. Donc on a bien, je le disais encore, c'est une norme qui est plutôt agréable à lire, même si elle fait plus de 135 pages. Pourquoi? Parce que c'est une bibliothèque de bonnes pratiques, donc vous n'êtes pas obligé de la lire de bout en bout. Vous pouvez très bien, sur une thématique particulière, bien regarder sur un domaine d'action quelles sont les bonnes pratiques qui relèvent d'une contribution à la responsabilité sociétale. Ça, c'est assez intéressant. Elle est construite, comme je l'ai dit, sur des thématiques assez concrètes. Donc le chiffre 7, ça va être le chiffre clé de la norme. Il y a 7 chapitres. On va voir juste après, il y a 7 principes. Et vous avez aussi 7 grandes questions centrales. Alors on les a là. Au cœur, on a la gouvernance, parce que la gouvernance, c'est le lieu où on prend les décisions, où on élabore les choix dans une entreprise, dans une organisation. Ça va influencer des choix et des décisions qui vont concerner les droits de l'homme, les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques. Alors, la loyauté des pratiques, c'est toutes les relations entre deux organisations, un peu du B2B. Hein. C'est là où on va parler de non-corruption, c'est là où on va parler d'engagement politique responsable. On va parler des questions
des questions relatives aux consommateurs, et puis de la communauté, du territoire, avec les contributions au développement local. Et on ne peut pas faire son marché quand on s'engage dans une démarche de responsabilité sociétale. On est obligé de regarder tous ces sujets. Après, les priorités et les actions que vous allez mettre en place, forcément, c'est vous qui allez les choisir et vous allez donner les priorités qui correspondent à votre situation présente. Vous n'êtes pas obligé d'être exemplaire sur tous les sujets. Par contre, vous devez vous poser la question de tous les sujets. Vous ne pouvez pas dire « je fais de l'ISO 26000, je fais un peu d'environnement ». Ce n'est pas possible. Une fois qu'on a ces grandes thématiques, on l'a divisé en sous-familles qui s'appellent des domaines d'action. Donc il y a une quarantaine de domaines d'action qui sont déclinés parce que vous allez le voir, on les a regardés sous un angle justement des grands principes de développement durable. Donc à chaque fois, par exemple si on prend les droits de l'homme, vous voyez qu'on va regarder les situations à risque, la notion de complicité, alors je dis active, passive, silencieuse, les questions de discrimination, des droits civils, politiques, économiques, culturels. Parce que dans les droits de l'homme, on a les droits culturels, on l'oublie très souvent, mais c'est important de l'avoir en tête. Les droits fondamentaux au travail. On va regarder alors la lutte contre la corruption, l'engagement politique responsable. C'est des sous-familles des grandes questions centrales. Et dans ces sous-familles, on peut les décliner en tout un tas d'actions aussi imaginables. Donc vous voyez que pour une organisation, c'est énorme. Il va falloir identifier des priorités et faire des choix. Et c'est le gros travail que l'on est en train de réaliser quand on réalise des opérations collectives et qu'on accompagne des entreprises sur ces sujets, c'est de les aider à élaborer leur plan d'action par rapport au potentiel de choix de mise en œuvre et de les conduire par rapport à un contexte, à un secteur d'activité particulier, leur engagement en termes de responsabilité sociétale. Là, on a une représentation des 7 chapitres de la norme ISO 26000. On a parlé déjà du chapitre 6, qui est le chapitre essentiel parce qu'en termes de contenu, c'est les 2/3 de la norme. C'est là où on a les bonnes pratiques, on a l'annuaire de tout ce qui pourrait concerner les thématiques qu'on a vues ensemble. Le chapitre 7, il est là pour intégrer ce chapitre 6 à l'existant dans l'organisation, parce que l'entreprise a vivé avant de parler de RSE, donc comment on va pouvoir rattacher tous les bouts ensemble. Et puis on vous offre une méthodologie pour construire votre plan d'action en amont. On vous dit il y a 2 clés d'entrée. La clé d'entrée A, c'est les parties prenantes, et l'autre clé d'entrée, c'est d'identifier des priorités dans toutes ces questions centrales. Et on va voir comment. Enfin, vous avez un chapitre 4 qui est essentiel, parce qu'en fait, les différents domaines d'action qu'on a vus précédemment, ils n'ont pas été définis au hasard. Ils ont été définis parce qu'on a pris chaque question centrale et qu'on les a regardées sous l'angle de ces 7 principes. Du coup, on en a décliné tout un tas d'actions possibles. Donc, par exemple, sur les principes, ce qu'il faut retenir, j'aime bien les regrouper ensemble, trois grandes parties. Redevabilité, transparence, comportement éthique, c'est la première famille. Je suis redevable, je suis responsable de mes actions dans leur bon déroulé ou leur mauvais. Je suis transparent par rapport à mes résultats, là encore, s'ils sont bons ou mauvais, et transparent dans ma prise de décision. J'ai pris cette décision, j'ai effectué ce choix, mais comment et pourquoi? Et enfin, mes choix et mes décisions, elles suivent un comportement éthique. Alors, quand on parle de comportement éthique dans la norme ISO 26000, c'est des choix et des décisions qui sont honnêtes, intègres et équitables, au regard de la RSE, bien sûr. On doit avoir une stratégie d'entreprise qui a intégré la responsabilité sociétale. Et cette stratégie, elle sera de long terme, même si on va le voir, le plan d'action, il va alterner court, moyen, des actions de court, moyen et long terme pour continuer à mobiliser sur le terrain. C'est important de l'avoir en tête. C'est aussi un moyen de définir les valeurs et de donner du sens à l'activité de son entreprise. Très souvent, on va le voir à travers le diagnostic, c'est l'une des premières étapes qu'on fait ensemble. Déjà parce que c'est très fédérateur et qu'on va se pencher sur, ok, on fabrique tel produit, on fait tel service, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui nous relie les uns avec les autres? Et ça, il y a un gros travail de recherche de sens. Ça nous permet de mieux connaître notre territoire, et à travers ça, les parties prenantes qui sont sur ce territoire, parce que très souvent, on a la tête dans le guidon et on n'a pas vraiment l'occasion de rencontrer l'ensemble des acteurs, sauf s'ils viennent vous voir.
Là, il y a vraiment une dynamique d'échange qu'on va essayer de mettre en place. Travail sur le territoire, je l'ai dit. L'utilisation des ressources, là, on est sur les caractères environnementaux. Et ce matin, on parlait d'économie circulaire. On est dans cette logique-là. Hein. Déjà, est-ce qu'on a besoin de tant de matière? Donc, ça va aussi dynamiser l'innovation dans l'entreprise. Ça, c'est intéressant. Je l'évoquais aussi, quand on parle de RSE, on ne peut pas le dissocier du risque et de l'innovation. L'étape, c'est analyse de risque, cartographie des risques globaux, mise en œuvre grâce à la responsabilité sociétale, mixée avec de l'innovation. Parce que le développement durable, c'est caractérisé par une dynamique de rupture par rapport à l'existant. Donc c'est ça qui touche l'innovation et le management de l'innovation. Les objectifs d'une opération ou d'un parcours collectif, notamment qu'on est en train de mener, c'est vrai que le côté collectif est très stimulant pour les entreprises qui y participent. Pourquoi? Parce que parfois on a un petit coup de mou et on est motivé, mobilisé par les autres, on a des difficultés, les solutions elles peuvent se trouver justement dans le collectif. On va aussi avancer avec un consultant qui nous est dédié, donc qui va nous permettre également d'approfondir une méthodologie, mais qui va également amener sa propre compétence et ce qu'elle a également trouvé à travers les autres entreprises. Donc il y a cet effet assez stimulant. Le parcours collectif, c'est toujours une alternance entre accompagnement individuel et réunion tous ensemble sur un sujet déterminé pour aller encore plus loin. Alors, par où on commence? On commence souvent par un point zéro, le point où on a besoin de savoir où on se positionne par rapport aux enjeux de la RSE. Vous avez vu, les 40 domaines d'action, les principes, c'est colossal. Il faut se positionner. Il y a des choses qu'on fait et qu'on n'arrive pas à mettre en avant, et puis il y a des choses qui nous sont complètement inconnues. Donc on passe par un diagnostic accompagné, c'est une sorte d'auto-évaluation qui vont se baser aussi bien sur les pratiques existantes de l'entreprise, ou ces non-pratiques, en tout cas un certain nombre de questionnements, et sur les fameuses parties prenantes. Et c'est en mixant la notion de partie prenante et de pratique qui va nous permettre d'élaborer un plan d'action et des priorités assez précises, qu'on accompagnera entre 12 et 18 mois en fonction des opérations. Alors les étapes qu'on peut représenter, c'est globalement quelle est ma performance sur tous les sujets qui traitent de la RSE et quelle est l'importance que je donne à ces sujets. Pourquoi? Parce qu'en mixant l'importance et la performance, on va pouvoir établir des priorités. Et ces priorités permettent de construire un plan d'action et nos premiers engagements en termes de responsabilité sociétale. Alors l'autodiagnostic, il va prendre en compte le contexte de l'organisation et de l'entreprise. C'est automatique, ça veut dire qu'on va parler de vos métiers, du cœur d'activité des entreprises, des ressources, des résultats. Et puis bien sûr, on va avoir également la vision au sein d'un territoire, d'un collectif, comment on va le déployer. Et ça, toujours au regard également des parties prenantes. 30 critères qui sont divisés selon les grandes thématiques. Alors, vous voyez, les modes de production et de consommation, c'est là où on va parler de biodiversité, mais également d'achat responsable, des matières premières, des fournisseurs. Les résultats économiques, la question des ressources humaines, tout ce qui est dialogue social, diversité, mais également employabilité, compétences, formation. L'ancrage territorial, le lien avec l'ensemble des communautés, la dynamique, l'attractivité du territoire. L'intégration de la responsabilité sociétale et la question de la communication interne, externe, avec l'ensemble des parties prenantes. Et puis, la notion qu'on a mis à ce niveau-là, on pourrait le mettre au début, c'est la gouvernance, la vision, la stratégie de l'entreprise. Alors, les exemples de questionnements que vous pouvez, qui sont déployés lorsqu'on réalise le diagnostic auprès des entreprises, c'est qu'on cherche déjà à ce qu'elles comprennent bien le sujet abordé. Donc là, quand on parle d'achat responsable, on va le définir ensemble et puis on va leur poser des questions. Alors les questions, c'est pas exhaustif. Tout dépend ce que l'entreprise va nous répondre, tout dépend aussi de son positionnement sur le sujet. C'est vraiment une aide puisque c'est elle qui doit finalement donner sa notation et c'est ça qui va nous permettre de prioriser ses actions. Donc à chaque fois, on va travailler, comme je l'ai dit, sur 2 critères de choix avec 3 niveaux pour le positionnement. En termes de performance, un niveau initial, bon là on est au tout début, je connais le sujet mais j'ai fait une action ou aucune, je le découvre. Et puis un niveau amélioration, là je suis déjà
bien à fond dans la démarche, je fais du benchmark, je suis plutôt en avance par rapport à mes concurrents. Donc là, j'ai une performance de niveau 3 que je vais croiser avec l'importance que je donne à ce critère. Est-ce que pour moi, les acheteurs responsables, c'est très important ou pas du tout? Très important, ça veut dire que vous considérez que si vous n'en occupez pas, ça peut remettre en cause la vie de votre entreprise. Et le niveau 1, c'est qu'en gros, si vous ne faites rien, ça ne change pas du tout votre organisation au quotidien. Et donc, en croisant la performance et l'importance, donc imaginez si vous avez une performance de 1 et une importance de 3, ça va devenir ultra prioritaire. Vous êtes dans le rouge, là, il va falloir agir vite, quoi. Et c'est un peu ça qu'on a dans la représentation là, du graphique juste en dessous, hein, avec abscisse ordonnée, performance et importance. Vous voyez que quand vous êtes dans le rouge, ça vous donne un axe de priorité. Sur les parties prenantes, on réalise à peu près le même travail. Sauf que cette fois, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir si vous connaissez la partie prenante en question, quel type de relation vous avez avec cette partie prenante et quelle est l'importance de cette partie prenante au regard de la responsabilité sociétale et au regard de votre entreprise. On couple les deux. Donc ça, c'est toujours intéressant. Pourquoi? Parce que derrière, on va avoir une hiérarchisation des acteurs. Donc en termes de relations, vous voyez qu'aucune information ou simple connaissance, c'est le niveau 1, le plus faible, et le niveau 3, mais les salariés sont également une partie prenante. L'entreprise et la partie prenante ont défini un cadre d'échange d'informations où on initie une étroite collaboration. Donc c'est important, quand je parle de partie prenante, c'est interne et externe. Je ne sais pas si je vous l'avais suffisamment expliqué au début. Donc quand on croise ce niveau de relation avec le niveau d'importance de tout à l'heure, est-ce que je suis dans une importance faible pour la partie prenante, moyenne ou forte? Eh bien, je vais avoir de nouveau un petit schéma, un petit graphique où on a la même chose, la relation avec la partie prenante croisée avec l'importance de la partie prenante et encore du rouge quand on est à contacter d'urgence si on a un niveau de relation faible alors qu'elle est très importante pour nous. Ce qui est intéressant de travailler sur les deux niveaux, c'est qu'en croisant le travail qu'on a fait en amont sur les pratiques avec les parties prenantes, eh bien les actions que vous allez mettre en place grâce au domaine d'action prioritaire, vous pouvez associer des parties prenantes qui ont un rôle à jouer dans les actions que vous pouvez mettre en place. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir des groupes de travail cohérents de différentes parties prenantes sur des sujets qui vous sont prioritaires. Et dans l'opération collective, là, qui est en train d'être menée, ils ont déjà réalisé ce travail de diagnostic. Ils ont commencé à élaborer la stratégie et la politique de leur entreprise. Et là, on est sur des thématiques particulières. Donc, on va aborder la notion des ressources humaines, la notion de l'environnement, hein, au fil du temps des cercles. Donc, généralement, il y a du temps individuel et puis du temps collectif tous les mois là, dans ce cas particulier.